Eh bien, bonjour à tous. L'objectif de cette présentation, c'est de vous donner une overview du domaine de la simulation, donc du calcul élément fini, au sein des différentes industries. Donc, ça va être une présentation qui va balayer les plus anciennes, l'automobile, l'aéronautique, et puis aussi se pencher sur deux nouvelles industries qui sont le domaine du médical et de la fabrication additive, et voir comment ces différentes industries ont fait évoluer la simulation ou l'ont pris en route très rapidement. Je me présente, David Da Silva, je suis responsable de l'activité simulation au sein de Keonis. Donc Keonis, en quelques mots, on est intégrateur des solutions Dassault Systèmes. Donc on est le premier partenaire mondial de Dassault et notre rôle, c'est d'accompagner nos clients sur les déploiements des solutions. On fait partie d'un groupe, ce groupe s'appelle Cenit, donc c'est une société allemande qui, en termes de positionnement, on a environ 3000 clients. Notre cœur d'activité, comme je le disais, c'est l'intégration du domaine du PLM, et donc toute la partie d'engineering, donc la conception, la simulation, le système engineering et le manufacturing. On aura tout à l'heure, je crois, à 14h30, une présentation de mon collègue dans le domaine du manufacturing, sur toute la partie MES, ordonnancement, planification. Donc notre activité tourne, comme je disais, sur ces différents domaines d'engineering, sur des intégrations fortes avec SAP, donc connexion PLM avec ERP. Et puis ensuite, toute la partie mise en place des projets, donc gestion de projet, consulting, services associés. Alors, comme je disais, donc j'ai en charge d'activité simulation. Notre équipe de consultants a pour but d'accompagner nos clients au travers de conseils sur les choix des technologies, sur la formation, sur le support des produits et l'accompagnement tout au long du cycle de vie de l'utilisation des produits. Alors, comme je le disais, on va découper la présentation en 4 parties. Donc, les quatre secteurs qui sont l'automobile, l'aéronautique, le médical et la fabrication additive. L'idée, c'est de vous donner une vision, un état de l'art, je dirais, de l'activité avec des cas concrets, et voir aussi quels sont les challenges dans chacune de ces industries. Pardon. Donc, on va commencer par l'automobile. Donc l'automobile, la simulation a été intégrée assez rapidement. Donc là, ici, on peut avoir à l'écran un exemple qui date des années 90. Donc c'est une simulation de crash. Donc l'objectif d'une simulation de crash, c'est de simuler le comportement de manière virtuelle, mais simuler la physique d'un crash de véhicule et bien sûr de pouvoir certifier un véhicule par rapport à des critères bien définis au niveau de la réglementation. Donc à l'époque, on faisait des modèles, alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais on utilisait donc des modèles assez grossiers, si on compare par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on utilisait 20 000 éléments, donc c'est ce qu'on voit, c'est les différents cubes qu'on peut avoir ici, ça représente un élément, ça discrétise un milieu continu, un milieu discret pour pouvoir le résoudre par simulation. Donc c'était des modèles qui avaient pour but de faire une première phase de validation, mais à cette époque-là, c'était vraiment les essais physiques qui permettaient la validation. Donc aujourd'hui, quand on parle de simulation de crash, c'est totalement intégré dans les process de conception des constructeurs. Et donc on va mener plus d'une dizaine, voire des fois des centaines de simulations par semaine. Et les modèles sont beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. On va prendre en compte les airbags, le déploiement de l'airbag. On va prendre en compte le mannequin, par exemple. Donc, c'est des modèles vraiment extrêmement réalistes. Et si on compare juste un chiffre, effectivement, on voyait ici 20 000 éléments. Là, on a 2 millions d'éléments. Donc ça, c'est aussi la suite, c'est-à-dire la continuité des capacités informatiques qui permettent d'adresser des modèles beaucoup plus fins et beaucoup plus précis. Donc il y a un vrai changement en 30 ans entre ce qu'on faisait en simulation et aujourd'hui. Mais le challenge aujourd'hui, quand on parle automobile, c'est si on regarde dans les années 80-90, on avait quand même des plateformes ou un grand nombre de véhicules assez limités. On avait une dizaine de véhicules. Donc là, on est dans
sur le secteur allemand. Et on s'appuyait sur... c'était une production de masse, clairement. Aujourd'hui, si on regarde... et encore, on est en 2017, hein, c'est une capture de 2017, c'est encore plus accentué en 2018. On a beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de variantes, et donc ça veut dire beaucoup plus de modularité. Donc c'est là où la simulation a de plus en plus d'intérêt de pouvoir tester et valider ces variantes-là. Et donc aujourd'hui, la simulation a dû mettre en place toute une stratégie pour valider, évaluer l'ensemble de ces variantes-là. Donc aujourd'hui, quand on va chez un constructeur français, PSA, Renault ou allemand, hein, peu importe, ils ont intégré de manière totalement intégrée, la simulation et l'ensemble des applications de la simulation. C'est-à-dire que lorsqu'on va valider un véhicule, on va le valider par rapport à des critères vibratoires, par rapport à des critères de raideur ou des critères de crash, comme on a vu l'exemple tout à l'heure. Et donc, c'est différentes simulations. Donc ça, aujourd'hui, c'est totalement intégré dans un processus qui va être automatisé. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas passer du temps à mettre en œuvre, mais d'explorer différentes variantes. Donc là, ce qu'on voit, c'est un exemple intégré au sein de la 3D Experience. C'est la nouvelle plateforme Dassault Systèmes qui intègre l'ensemble des solutions de Dassault Systèmes, du design, de la simulation, de la gestion collaborative jusqu'au manufacturing. Et on va voir ici donc, un processus, on est venu intégrer les 3 simulations, donc critères de raideur, crash et vibratoire. Et l'objectif finalement pour un spécialiste calcul, c'est de comparer les différentes variantes de manière totalement intégrée et de se focaliser finalement à l'aide à la décision et non pas sur la mise en œuvre. Donc je dirais qu'on est venu automatiser la définition des modèles de calcul pour pouvoir se focaliser sur l'analyse des variantes, innover, tester différentes variantes si on a une multitude de modèles à tester, et se focaliser finalement sur le cœur de notre métier qui est l'ingénierie. Alors, lorsqu'on parle de simulation aussi, voilà, ça c'est une simulation qui est réalisée par un calculateur et il va visualiser les résultats de cette manière-là. Aujourd'hui, on a besoin de démocratiser la simulation. Et pour ça, il faut le montrer à des utilisateurs non familiers aux spécificités du calcul. Donc, ce qui est venu faire aussi Dassault Systèmes, c'est de mettre de l'immersion dans la simulation. Et pour ça, on va mettre en place des rendus réalistes qui vont être beaucoup plus parlants à des personnes, on va dire, plutôt néophytes dans le domaine de la simulation. Donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est aussi une simulation de crash, mais on est venu faire un rendu réaliste pour finalement avoir un rendu plus réel, pour pouvoir le partager avec des utilisateurs qui seront moins familiers. Et comme on peut le voir, hein, sur différentes vues, ça permet aussi de détecter des défauts au niveau géométrique qu'on aurait moins vu clairement au travers d'un résultat classique de simulation. Donc on rentre plus dans l'immersion. À nouveau, hein, ici c'est pas une animation graphique comme on peut le voir dans un jeu vidéo, c'est vraiment une simulation réelle de crash qui a été réalisée, sur laquelle on est venu appliquer un rendu réaliste. Donc ça donne beaucoup plus d'immersion, hein, ici à nouveau. Hein. Là, c'est une simulation de crash avec le déploiement de l'airbag, le mannequin qui va venir être impacté par un crash latéral. Donc le côté immersif, c'est aussi le côté visuel pour essayer de démocratiser la simulation. Donc en résumé, l'automobile, donc on essaye de automatiser et d'intégrer dans les cycles de conception la simulation et de le démocratiser au travers des rendus réalistes. Maintenant, si on parle de l'aéronautique. L'aéronautique, effectivement, la simulation a toujours été présente depuis très tôt, au travers de méthodes empiriques, de feuilles de calcul qui permettent de valider des structures, mais aussi au travers d'un code, hein, le NASA Structural Analysis, qui s'appelle NASTRAN, c'est un code élément fini qui a été développé par la NASA pour adresser les problématiques de calcul dans l'aéronautique. Donc ça a été un des premiers codes de calcul qui a été développé de manière industrielle dans les années 70.
Et effectivement, aujourd'hui, les problématiques de simulation sont de plus en plus complexes et nécessitent des simulations, on va dire, plus réalistes. Cette fois-ci, on va parler de réalité par rapport à la robustesse et la fiabilité des résultats. Donc si on rentre dans le domaine du non linéaire, hein, le non linéaire, c'est dans le domaine de la simulation, c'est ce qui va adresser toute problématique qui n'est pas linéaire, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on va venir simuler le crash. Tout à l'heure, c'était une problématique non linéaire. La rupture, les déformations plastiques, les grandes déformations. Si on prend une structure d'aile d'avion, elle va avoir des grandes déformations. Donc toutes ces problématiques-là, il va falloir les adresser par des méthodes numériques plus complexes que celles qu'offraient des codes linéaires tels que Nastran. Et la simulation, on va la retrouver partout, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau du concept, du design, de la certification ou sur les aspects manufacturing. Donc on a un besoin beaucoup plus poussé en termes de simulation pour adresser des problématiques plus complexes. Et donc un exemple parfait que j'ai voulu prendre et vous montrer, c'est l'exemple du projet VIFT. C'est un projet Airbus qui a pour objectif finalement de vouloir modéliser de manière fidèle et de manière fine des modèles de grande taille. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde ici, on a, lorsqu'on fait de la simulation dans le domaine aéronautique, différents niveaux. On a un niveau très très local, et puis petit à petit, on va monter en fonction des problématiques. Et habituellement, les modèles complets ou les sous-modèles, si on prend tout le tronçon arrière ou toute la structure L, sont habituellement modélisés assez grossièrement. Et là, le challenge, c'est d'avoir une modélisation très très fine, aussi précise que celle qu'on peut avoir au niveau le plus précis ici. Et pour ça, il a fallu relever des challenges en termes de calcul, de performance, de post-traitement. Un exemple tout simple, hein. Ce genre de modèles et les modèles qu'on va voir par la suite, ils sont impossibles d'être ouverts par les outils standards. Il a fallu développer des nouveaux outils, utiliser les puissances du HPC pour pouvoir finalement accéder à cette capacité de calcul. Donc l'exemple que je vous montre, en fait, là, ici, c'est basé sur ce qu'on appelle les tests de fuselage. Donc là, c'est sur l'A350XWB. Donc c'est un test réel qui est réalisé pour valider la tenue de l'aile. Donc là, on voit, hein, c'est tout l'outillage d'essai, hein, c'est assez conséquent. Et on va venir tirer sur l'aile. Et donc, dans ce cas-là, on n'arrive pas jusqu'à la rupture. Il y a certains essais qui vont jusqu'à la rupture. Et donc, effectivement, là, on voit les déformations. Hein. Sur l'A350, je crois qu'on est à peu près 5 mètres de flexion en bout d'aile. Donc, on vient vraiment tirer. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce genre d'essai est très coûteux. Et donc, si on peut les minimiser et les réduire qu'à un seul test de certification, c'est ça l'objectif. Donc là, on voit clairement le challenge, c'est pourquoi pas évaluer différents concepts et pour ça, simuler cette phase de certification en amont au travers de la simulation. Du coup, c'est ce qui a été relevé comme défi avec les solutions d'Assosystèmes. Donc, on est venu modéliser très très finement la structure. Donc là, on a un modèle avec 65 millions de degrés de liberté. Donc, c'est des modèles très 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 fins. Donc on arrive vraiment aux limites de capacité des puissances de calcul. Et donc du coup on est venu faire ce type de simulation. Donc là on peut voir vraiment le niveau de détail des modèles. Donc là il faut bien imaginer, on a la structure complète. Si on fait un zoom, on a une modélisation très très fine avec gestion du contact, gestion des plasticités, gestion des grandes déformations. Donc c'est des modèles extrêmement lourds à adresser. L'objectif est d'être le plus réaliste possible. Donc ça, c'est le côté simulation réaliste, être capable de modéliser fidèlement des systèmes. Mais aujourd'hui, un autre challenge qu'on peut avoir dans le domaine aéronautique, mais qui est vrai aussi dans l'automobile, c'est plutôt l'approche multi-échelle. Effectivement, l'idée, c'est de reconnecter l'échelle micro et la connecter avec l'échelle macro. C'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de simuler le comportement au niveau d'un volume élémentaire représentatif, d'un VER, et de réinjecter le comportement, donc qui est non linéaire, qui est orthotropique, voire anisotropique, dans un modèle plus global.
Et donc ça, beaucoup de travaux sont en cours par rapport à ça, et on retrouve des solutions qui sont industrielles, on va dire, qui permettent de mapper les résultats d'un modèle élémentaire et de l'appliquer sur une structure globale. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre le comportement micro, l'injecter dans un modèle macro. Donc c'est d'autres challenges qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Ensuite, on va retrouver dans le domaine du médical. Le médical, c'est assez récent, je dirais, en termes de simulation, mais le domaine du médical a pris en route très vite le domaine de la simulation, et ils sont en capacité maintenant d'adresser des problématiques extrêmement complexes. Vous imaginez bien qu'on va modéliser des tissus. C'est des comportements très complexes. On va modéliser de la porosité, on va modéliser des grandes distorsions. Donc c'est des gros challenges en termes de simulation numérique. Mais aujourd'hui, ce sont des challenges qu'on sait facilement adresser avec les solutions actuelles. Et donc la particularité du domaine du médical, c'est qu'ils ont intégré la simulation de manière métier. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est de se dire, on ne veut pas mettre un expert qui a 20 ans d'expertise dans la simulation pour faire ce genre de simulation. On veut l'automatiser, l'encapsuler dans un processus métier. Et l'exemple qu'on a à l'écran, par exemple, ici, c'est donc les flexions de genoux, lorsque le cas où on veut tester différentes prothèses de genoux. Donc on veut être dépendant du patient, donc on va prendre tout simplement un scan du patient et on va venir injecter notre prothèse et voir comment ça va se comporter. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter des essais. Dans certains cas, on ne peut pas faire d'essais, bien évidemment. L'objectif étant de réduire la phase d'essai. Donc là, on vient intégrer des méthodes qui viennent encapsuler la mise en données du corps humain, c'est-à-dire qu'on va définir précisément les tendons, les muscles, comment on va venir faire réagir l'ensemble du corps humain, intégrer donc la prothèse, et typiquement dans ces cas-là, on va gérer tout ce qui est contact et s'assurer qu'on a un bon niveau de frottement pour éviter tout ce qui est endommagement lié au frottement et à l'usure lors des flexions. Donc ça, c'est l'exemple du genou. On va à l'exemple des stents. Les stents, c'est ce qui permet de finalement dilater une artère lorsque le patient a des problèmes au niveau des artères bouchées tout simplement. Donc là, on va pouvoir modéliser de la même manière ces stents. Il faut savoir que ce sont des matériaux spécifiques avec mémoire de forme. C'est des matériaux de type nitinol par exemple. Et là également, tout le process de mise en œuvre et de déploiement d'un stent. Il faut bien imaginer qu'un stent, on va venir l'injecter avec une sorte de seringue, donc ils vont être extrêmement comprimés, puis ensuite relâchés, puis mis sous forme de pression. Donc toutes ces étapes-là, l'idée c'est de l'automatiser pour pouvoir prendre une artère d'un patient, prendre un stent et simuler le comportement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le domaine du médical sont très avancés en termes de simulation très complexes avec des matériaux très avancés, et ils ont mis également beaucoup de couches d'automatisation parce qu'ils comprennent que la simulation est importante pour innover, pour tester, pour réduire les essais, et ça a été quasiment mis en place de manière systématique dans leur problématique. Donc là, on voit quelques applications également. Dassault Systèmes a développé, entre autres, par exemple, un modèle de cœur. Donc c'est un modèle qui a été développé avec un grand nombre de laboratoires. L'objectif étant d'avoir un comportement réel du cœur, et donc avec l'écoulement du fluide, du sang, pour pouvoir à nouveau tester différentes configurations de corps humain. Et donc, la dernière industrie que je voulais aborder, c'était le domaine de la fabrication additive. Effectivement, la fabrication additive, on en voit beaucoup ici dans le salon, on en parle beaucoup. C'est quelque chose de nouveau. Si on parle de fabrication additive directe, c'est vrai que si on prend le prototypage rapide, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que ça existe. Mais la fabrication additive, pour les ingénieurs qui fabriquent des pièces, entre autres métalliques, c'est vraiment des nouveaux challenges parce qu'il y a tout à découvrir en termes de comportement matériaux, comportement process. Et là, la simulation a de suite été intégrée. Et aujourd'hui, même des éditeurs tels que Dassault Systèmes sont déjà en capacité d'offrir une solution de bout en bout, de la conception
jusqu'à la simulation du process, qui va permettre de couvrir l'ensemble du process de conception. Donc c'est ce qu'on va regarder en détail. Lorsqu'on parle de fabrication additive, pièce métallique, donc pièce structurelle qui va être utilisée dans son contexte réel, on va vouloir essayer de trouver des formes les plus innovantes et exploiter toute la capacité de la fabrication additive. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'avoir des formes organiques. Vous avez dû voir beaucoup de pièces de ce type-là. Ces formes organiques qui imitent, je dirais, le comportement du corps humain ou de la nature, tout simplement, ces formes organiques, ces formes d'arbres, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est de proposer à des utilisateurs des outils qui vont générer la conception. Donc on va avoir une approche de conception générative, c'est-à-dire qu'on ne va pas dessiner puis valider la simulation, c'est la simulation qui va générer le design. Donc ça, c'est la première étape, la phase de conception. Ensuite, il y a toute la partie de préparation des supports. Et une fois qu'on a généré les supports, on va vouloir l'imprimer. Et l'idée, au travers de la simulation, c'est de simuler le process de lasage. Donc il y a un phénomène très complexe en fonction des caractéristiques matériaux, des puissances lasage, des vitesses. Donc on va vouloir anticiper et éviter toute problématique de contraintes résiduelles qui peut entraîner même des casses des pièces lors de l'impression. Donc l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du processus de bout en bout. Et donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc Dassault Systèmes a mis en place donc, 3 outils totalement connectés qui vont permettre de balayer ces 3 étapes-là. Donc la conception générative, c'est-à-dire qu'on va partir d'un bloc de matière, on va définir les chargements qui sont pris en compte lors de l'utilisation de la pièce, et l'outil va générer la forme optimale. Donc le concepteur n'a pas à dessiner la forme qu'il souhaite, c'est la simulation qui va driver par des outils d'optimisation le meilleur concept. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc générer une géométrie et on va vouloir la préparer à l'impression. Donc du coup, on va passer au deuxième module qui va permettre de préparer les pièces. Donc là, on est vraiment sur la préparation du plateau d'impression. Donc on va définir les différentes pièces sur le plateau. On va générer les supports. En fonction des types de supports, on peut avoir un impact sur les distorsions. Donc c'est un point clé lors du process. Et en principe, l'étape finale, c'est de lancer l'impression. Donc avant de lancer l'impression, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre tous les paramètres qu'on a définis dans l'outil et on va venir l'envoyer dans la simulation. Et être capable de simuler le comportement et se rendre compte, effectivement, est-ce que la pièce va se déformer, est-ce qu'elle va casser. Et bien sûr, l'idée, c'est que si on rencontre des défauts lors de la simulation, c'est de revenir directement dans le design de manière totalement intégrée et avoir une chaîne numérique totalement intégrée qui permet de boucler, voire même de mettre des processus itératifs d'optimisation qui permettent de guider la solution. Donc, dans ce domaine de la simulation, sur cette dernière partie, il a fallu mettre en place des outils qui sont capables de simuler l'ajout de matière, de modéliser le comportement conductif, convectif et radiatif qui peuvent être pris en compte dans le phénomène physique réel. Et donc du coup, l'objectif est effectivement d'avoir une solution de bout en bout, c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, c'est juste une image d'une impression réelle. Donc là, c'est du SLM, bien avec un laser imprimé couche par couche. Les différents outils utilisés. Donc comme je le disais, la première étape, c'est de faire de l'optimisation topologie. Donc on drive la conception par des outils qui proposent le meilleur concept. Donc là, on a 3 alternatives différentes. Donc, première étape, conception générative, où derrière on utilise la simulation pour guider le concept. Ensuite, on va générer notre plateau, faire le slicing, définir les chemins de lasage. Et la dernière étape va être la simulation du process, donc un calcul thermomécanique qui va s'assurer du bon fonctionnement et de l'obtention d'une pièce bonne à la fin du process. Donc là, on a clairement aujourd'hui, on parle de fabrication additive, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'industriels, mais on a déjà une solution aboutie
basé sur des technologies robustes qui permettent de couvrir ce nouveau domaine d'industrie sur lequel voilà, on parle beaucoup, mais on est déjà capable de les prendre en compte dans la simulation. Donc on voit qu'on avance très très vite dans ce domaine-là. En conclusion, l'idée, c'était de vous présenter une vision globale, enfin, non pas globale, mais une vision de quelques domaines d'application dans 4 industries clés. Ce qu'on peut voir clairement, c'est que la simulation, elle est de plus en plus réaliste. On ne parle plus de simulation pour valider, on parle de simulation pour innover. On est capable d'adresser des modèles extrêmement précis, gros, donc au travers des capacités des HPC, des calculateurs, mais il faut aussi que les outils suivent donc ces évolutions, l'utilisation du GPU par exemple, pour paralléliser massivement les calculs. Être capable d'adresser différentes multiphysiques, différentes échelles, et avoir aussi la capacité de démocratiser la simulation avec ses rendus réalistes qui permettent de mettre à disposition de résultats à des personnes qui sont moins familiers, moins experts dans la simulation. Au travers des différents cas, on a clairement aussi vu qu'on a de l'automatisation. Aujourd'hui, le but d'un ingénieur calcul n'est plus de mettre en données et de passer 4 jours à faire son maillage, à mettre en données. Le but, c'est d'avoir un processus totalement intégré et de gérer différentes configurations, de automatiser toutes les étapes pour se focaliser sur l'analyse des différentes variantes et comprendre finalement la physique. C'est le point le plus important. Et pour ça, on va utiliser l'optimisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est capable d'automatiser les processus, on va l'intégrer à un process d'automatisation qui va du coup utiliser la puissance calcul pour explorer différentes variantes. Et puis pour finir, on l'a vu la dernière, la simulation dans le domaine du manufacturing. On a pris l'exemple de la fabrication additive. Aujourd'hui, dans tout domaine de manufacturing, lorsqu'on fait du cintrage de pièces, lorsqu'on fait des pièces de fonderie, même l'usinage, on est en capacité de simuler l'ensemble de ces processus-là, toujours dans un but de productivité et d'innover. Voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, Kionis, comme je disais, donc, expert dans le domaine du PLM, des solutions de simulation, de CAO. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les clients dans ces domaines-là. Ça nécessite de l'expertise sur les outils, l'expertise sur le métier également, savoir répondre à des problématiques clients. Et donc, notre rôle, c'est accompagner effectivement les clients sur la montée en puissance. Effectivement, on parle de montée en puissance. On ne prend pas la simulation du jour au lendemain, ça demande donc une prise en main. Et c'est notre rôle. Et donc, si vous êtes intéressé, venez nous voir au stand 5M106 au salon.